Donc, nous arrivons dans la dernière partie de cette journée du premier jour du colloque et nous allons poursuivre donc notre après-midi avec une communication de Laura Battini, qui est aussi un membre de cette équipe dirigée par Thomas Römer, qui va parler de sang pur, sang impur, rite de sang dans la Mésopotamie préclassique. Merci. Bonjour. Quand on parle pour l'Antiquité des sangs, on pense tout de suite aux sacrifices d'animaux, voire aux sacrifices humains. Les sacrifices sont l'une des manifestations les plus communes de la pensée et du comportement religieux, l'un des principaux moyens de communication des hommes avec les divins. Bien que l'archéologie, surtout proche orientale, n'ait commencé que depuis peu à prendre en considération cette pratique. Merci. D'un côté, suite aux découvertes du terrain, les archéologues ont commencé à se demander comment on peut identifier en archéologie les sacrifices. De l'autre, les avancées des bioarchéologues et des zoologues permettent de mieux comprendre les sacrifices depuis l'origine géographique des victimes et leur état de santé avant les sacrifices, à la préparation et exécution du même, et enfin au traitement post-mortem des victimes. La présence d'actes sacrificiels est un élément important pour comprendre la société antique. Mais les sacrifices n'est pas la seule action qui concerne les sangs. Les sangs fait partie d'un thème beaucoup plus large et complexe qui se développe aujourd'hui depuis peu en archéologie, celui de la violence. Les profonds changements de nos sociétés occidentales, d'un côté les études du genre et de l'autre les études sur le corps, suite à la poussée de la communauté LGBT et aux avancées médicales liées à l'allongement de la vie, ont eu une influence non négligeable sur les problèmes posés par les archéologues. Et les recherches interdisciplinaires, notamment la collaboration avec les biologistes et les zoologues, ont permis aux archéologues d'élargir encore plus leur champ de recherche. Ainsi, par exemple, la violence aux femmes est un thème encore peu traité, mais l'attention nouvelle aux ossements, aux fractures, spécialement dans des lieux typiques de ces genres des violences, comme la tête et les dos, permettent de détecter des cas de violence par genre, aussi dans l'Antiquité, et de comprendre aussi que la violence structurale est peut-être une autre manifestation plus exacerbée de cette violence que certains considèrent comme innée à l'être humain. Ainsi, les travaux des paléopathologues ont concerné les sangs, ou bien l'état lié au sang, comme la thalassémie qui laisse des traces dans les ossements, ou bien aussi les maladies transmises par les sangs, comme la tuberculose. Les ossements sont de plus en plus des révélateurs sociaux d'une extrême richesse, comme Lida Sapirene vient de dire. Les traitements, effectivement, qui est réservé au corps humain après la mort, traduit les relations sociales entre les vivants, les différences des genres, d'âge et de classe. Les funérailles sont en plus un moment où les individus doivent réparer les tissus, les liens déchirés de la communauté et les rétablir. L'animal sacrifié, ses différentes parties, les choix de son sexe et de son espèce, traduisent symboliquement les différentes relations sociales parmi les survivants. Les traitements réservés aux morts ont des conséquences sociales et politiques qui sont aussi reconnues dans la littérature acadienne. La dissociation des os constitue l'un des empêchements essentiels au calme normal et aboutit au tourment que les témoins du mort, c'est-à-dire son esprit, donnent aux survivants. Cette petite introduction a le but d'expliquer comment aujourd'hui ce que l'on peut comprendre et dire du sang d'un point de vue archéologique est énormément plus riche de ce que l'on pouvait dire il y a à peine une dizaine d'années. Dès lors, faute de temps, je me limiterai ici à aborder 3 domaines. D'abord, les données architecturales, c'est-à-dire les aménagements utilisés dans les temples pour les sacrifices sanglants. J'essayais de voir s'il y avait des espaces privilégiés qui étaient liés à cette pratique, s'il y avait confinement ou pas, interdit ou pas lié au sang.
Deuxièmement, je me suis intéressée aussi aux données ostéo-archéologiques qui nous indiquent des cas de morts violentes, des charniers de guerre, des sacrifices humains, des scalps et des décapitations. Enfin, j'ai analysé aussi les images, car si les Assyriens, comme vous l'avez entendu ce matin, sont considérés extrêmement sanguinaires, ils les doivent en partie aux représentations violentes dont sont tapissés leurs palais, même s'ils ne l'étaient pas plus que leurs prédécesseurs, mais ils les montraient et ils les disaient plus. Les sacrifices sanglants laissent des traces architecturales. Certains aménagements ont été imperméabilisés car utilisés avec des liquides, d'autres comportent des tuyaux et des drains, d'autres encore des verres et des coupelles. Une difficulté majeure pourtant est que jusqu'à une époque très récente, il n'y a pas eu d'analyse chimique et donc on ne peut pas dire exactement quel type de liquide baignait l'aménagement. Mais aussi, les aménagements ont été trop peu décrits, trop peu photographiés, il n'y a pas une terminologie spécifique, donc il y a une certaine confusion parfois. Dans les temples, les aménagements liés au liquide sont parmi les plus fréquents. Par exemple, sur les 150 aménagements trouvés dans les temples d'une seule ville, Khafadjé au IIIe millénaire, une trentaine, donc à peu près 20%, sont liés au liquide. Mais dans la masse des nombreux cas attestés dans les 3 millénaires d'histoire mésopotamienne, très peu sont sûrement liés au sacrifice sanglant. Ils sont tous dans la cour du temple, mais non dans la cella. Et en effet, les images montrent, lorsqu'il y a un offrant, une victime encore vivante, comme vous pouvez voir dans ces images. Mais il y a aussi deux exceptions importantes. Normalement, dans les images, les sacrifices est représenté, les animaux sont égorgés ou éventrés entre les jambes de celui qui procède au sacrifice, comme vous pouvez voir dans cette image, sans aménagement spécifique, ou bien parfois sur des tables, comme ici et ici. Mais dans un sceau acadien et aussi dans un stèle fragmentaire d'ornement, il y a probablement la représentation d'un sacrifice sanglant, comme vous pouvez voir. Et dans cette stèle, c'est très intéressant parce qu'il y a une des seules représentations du sang. Donc ici, l'animal est tué et ensuite on verse son sang devant celle qui est la statue de la divinité. Ce qui rejoint donc ce qu'il disait aussi Christophe Ignan ce matin. Alors, les petits verres et les coupelles retrouvés dans certains hôtels, dans la cella, considérés utilisés pour des outils, des liquides plus ou moins précieux, pourraient servir pour des liquides à diverses densités dans les sangs. Les textes rituels et littéraires parlent en effet d'un pursit dame, un bol pour les sangs, qui est différent du masht, les bols pour boire, que recueille les sangs du mouton avec un bol, dit un texte. Les recettes culinaires utilisent les sangs dans de nombreux bouillons de viande. Une pratique de la boisson sanglante est aussi attestée pour les démons et aussi pour des recettes médicinales. Par exemple, comme ce texte qui dit « Je vais donner à boire au prince malade du sang, il en boira pour 3 jours ». Ce qui donc sous-entend une pratique plus diffuse de ce que l'on pense aujourd'hui. Dans tous les cas, jamais une seule goutte de sang n'est représentée, à part pour les animaux. D'un point de vue ostéologique, l'analyse ou réanalyse des aménagements permet de dresser une histoire des morts violentes qui débute au Paléolithique moyen, entre donc 5 000 et il y a 35 000 ans avant Jésus-Christ, et qui se poursuit aux époques historiques dans la guerre, présentée comme une sorte de rituel ordalique, ce qui permet de justifier aussi les meurtres. Des 3 cas de blessures traumatiques néandertaliennes connus jusqu'à aujourd'hui, causant la mort de la victime, 2 sont au Proche-Orient, dont un est dans la grotte de Shanidar au Kurdistan irakien et l'autre dans la grotte Skal en Israël.
L'existence à cette haute époque des violences interpersonnelles est très importante pour comprendre les processus qui portera ensuite à la guerre. Beaucoup plus récemment, au néolithique pré-céramique A et B, c'est-à-dire vers 9000 avant Jésus-Christ environ, se multiplient les cas d'assassinats volontaires, rituels ou pas. Dans les bâtiments communautaires et à 30 des Gertel et l'Achmar, en effet, il y aurait une très jeune femme qui aurait été jetée depuis les toits de ces bâtiments et brûlée avec l'édifice. Sacrifice, mort rituelle, vengeance, veuve d'un personnage décédé. Les explications possibles foisonnent sans qu'aucune certitude ne soit possible. À Ain Ghazal, à la même époque, il y a un autre homme qui conserve dans son crâne un silex. Entre les néolithiques pré-céramiques A et les néolithiques tardifs, entre 9000 et 6000 avant Jésus-Christ environ, 33 sites d'Anatolie du Sud jusqu'au Levant ont donné des exemples des blessures sur des squelettes sous forme de coupures d'objets conservés dans les os et des fractures squelettiques, notamment crâniennes. À Caionu, en Turquie, vers 8000 avant Jésus-Christ, le Skull Building a rendu une dalle en pierre qui avait des traces de sang animal, mais aussi de sang humain. Dans ces contextes, le Skull Building n'est pas une maison normale. Il peut s'agir d'un sacrifice exécuté pour la communauté ou pour une puissance supérieure. À cette époque, on ne parle pas encore des divinités, ou pour les deux, plus probablement. 2 siècles plus tard, toujours à Caionu, un autre bâtiment a rendu une fosse qui contenait du sang humain. L'édifice donnait par ailleurs sur une sorte de place au sol peint en rouge. Un des termes acadiens pour le sang, damu, signifie effectivement aussi la couleur rouge ou bien les sangs noirs. Et à la même époque, rouges sont aussi les premières représentations des figures humaines, comme Atela Lula. Rouges sont aussi les sortes de tatouages qui apparaissent sur les statues d'Ain Ghazal, comme vous pouvez le voir, surtout sur les jambes et sur les visages. Rouge est aussi utilisé sur les visages des crânes surmodélés, prélevés après la mort, selon la majeure partie des chercheurs, mais selon certains aussi prélevés avant la mort, donc sacrifice. Mais cette hypothèse aujourd'hui est abandonnée. Ces crânes, qui peuvent être les premières preuves d'une réflexion sur la vie et sur la mort, témoignent indubitablement d'une fascination pour la tête, considérée probablement comme siège de la personnalité et de la force vitale. À une époque plus récente, au IVe millénaire, à Tel Brak, on a découvert en 2006 3 charniers de guerre, 3 fosses communes contenant des centaines de squelettes de tous sexes et âges, amassés les uns sur les autres, probablement jetés dans la fosse commune sans aménagement ni rite particulier. Interprétés comme les massacres suivant les guerres intestines du IVe millénaire, une des fosses aurait même contenu un atelier des scalps. Les scalps est, pourrait-on dire, une forme abrégée de décapitation. Pratiquée sur un être vivant dont il entraîne souvent la mort, mais pas tout le temps, ou sur un mort, les scalps a l'avantage, par rapport à la décapitation, de ne pas peser beaucoup et de pouvoir être utilisés pour des différentes fonctions, outre que comme trophée. La décapitation est l'une des actions les plus violentes de la guerre. Apparue dès le IVe millénaire, elle est représentée essentiellement de 2 manières. Soit la tête est portée à la main par les soldats vainqueurs, comme ici, à Ibla au IIIe millénaire et au 1er millénaire, les néo-assyriens, soit il y a les vautours qui attaquent tout particulièrement les têtes des ennemis tués. Il y a aussi la variante acadienne, comme vous pouvez voir dans les sceaux en bas, les sceaux acadiens, où les vautours attaquent même les divinités, et même les divinités encore vivantes. Parce qu'effectivement, c'est seulement pendant l'époque akkad
qu'il y a des vraies luttes, des vrais combats entre les divinités, et la divinité dont vous voyez les cercles bleus, ici, voilà, c'est une divinité morte, donc ce sont des vrais combats. Et sert donc à justifier aussi les combats humains. Au premier millénaire, une nouvelle image apparaît, c'est l'accumulation des têtes et aussi des mains des ennemis et leur comptage. Il y a aussi des moments de grande tension émotionnelle, comme quand le roi élamite Teuman demande qu'on lui coupe la tête, signe que dans certains cas, la décapitation peut être considérée comme un acte noble. Mais en général, cette pratique est liée à la honte, avec la décapitation qui est aussi infligée au psalm, qu'on pourrait traduire de manière un peu superficielle comme avec les termes statut. C'est l'identité qui est effacée et aussi la mémoire. Donc, c'est encore plus terrible que la damnatio memoriae. Selon certains psychologues, il y aurait une fascination inavouable mélangée à de la terreur pour la décapitation, qui a quelque chose d'effrayant dans les mouvements réflexes de tous les organes qui continuent 2 minutes après la décollation, mais je vous épargne les détails. Ce que je veux souligner, c'est qu'avec la décollation, en quelques secondes, la tête perd les doubles du sang du tronc, donc c'est un vrai bain de sang. Et pourtant, il n'y a pas une seule goutte de sang qui est représentée. Et on s'aperçoit aussi aujourd'hui que beaucoup des bas-reliefs et des statues avaient des couleurs, donc, mais il n'y a pas de représentation des sangs. Pour reprendre notre histoire des morts sanglants, les 3e millénaires offrent, à part un autre cas d'assassinat brutal, celui de Tel Bana, une autre blessée à la tête, les seuls cas d'un sacrifice humain, et c'est dans les Aours, les cimetières royaux. Les 16 tombes royales se différencient effectivement par leur type, par la construction, donc, par les inscriptions qui permettent d'identifier certains personnages comme royaux, par la richesse aussi des objets, mais surtout par les sacrifices humains. En effet, une suite humaine accompagnait les morts royales et la plus nombreuse comptait 73 personnes. Selon Léonard Boulay, brillant découvreur d'Ours, une fois que la chambre du défunt royal était bloquée, il y avait donc une procession il y avait des chars tirés par des bœufs et des musiciennes qui descendaient dans les dromos de la tombe et se donnaient joyeusement la mort, probablement aidés par une drogue. Mais des analyses de 2009 radiologiques pratiquées sur des crânes démontrent en réalité qu'il ne s'agit pas d'un sacrifice, mais d'un assassinat volontaire, car les crânes ont des trous pratiqués. Les types de fractures ne peuvent pas être exécutés que sur une personne vivante. Il y a beaucoup d'interprétations pour essayer d'expliquer les sacrifices, mieux qu'une très convaincante. Dans tous les cas, cette pratique fut rapidement abandonnée parce qu'économiquement et socialement pas trop onéreuse, pas rentable. Et en plus, son caractère unique montre que le sacrifice humain est exceptionnel en Mésopotamie. D'ailleurs, les textes confirment ces caractères. L'unique attestation qui pourrait concerner un sacrifice humain est la tablette présargonide de Lagash d'Épée 75, qui énumère, parmi la liste des offrandes funéraires, aussi une esclave. Mais en réalité, ces textes sont des lectures controversées, parce que, selon Daimel, il s'agirait en réalité d'une liste de cadeaux de mariage. Ainsi, les sépultures d'enfants, surtout les nouveau-nés, retrouvés sous les fondations des maisons paléo-babyloniennes, donc du début du 2e millénaire et aussi au 3e millénaire, seulement 4 cas en tout, ne sont pas des sacrifices humains, très probablement, mais plutôt des morts accidentelles survenues au moment même où la maison était en construction. Enfin, les images.
Les images montrent toutes sortes de mortes violentes, avec une grande fantaisie. Empalement, coupure des mains, écorchement, mort par l'épée, par la masse, par l'arc et les flèches, en utilisant les mains, la tête, les pieds. C'est avec la dynastie d'Akkad, fin du IIIe millénaire, que ces scènes se multiplient et accentuent les pathos. On tue avec des instruments, mais aussi avec tout son corps. Et si ce sont les dieux qui les font, les humains sont excusables. La violence est un sujet particulièrement prisé aussi au deuxième millénaire, quand pourtant la propagande royale nous y a fait croire en une époque pas violente. Les rois se proclamant des bons pasteurs et non plus des bons soldats comme à l'époque akkadienne. Mais il suffit de regarder ces images pour en voir toute la cruauté. Ainsi, au premier millénaire, les Assyriens sont juste les héritiers d'une longue tradition. Selon les études des neuroscientifiques et des biologistes, plus l'image suscite une forte émotion, plus le cerveau la retiendra longtemps. La répétition arcadienne d'images des sièges, des destructions, d'empalements, des déportations est la manière la plus percutante de véhiculer les messages politiques royaux. Mais malgré toutes ces actions d'extrême violence, où les sangs devraient couler à flot, il n'y a pas une seule goutte qui est représentée, ni pour les têtes coupées des ennemis vaincus, ni pour les cadavres flottant dans l'eau ou accumulés en tas. Pourquoi le sang n'est pas représenté? On pourrait penser que les artistes n'avaient pas une vision directe des batailles et donc pas expérience du sang. Mais c'est pas probable, car l'expérience du sang est l'une des premières que tout être humain fait dès son enfance. Alors on pourrait dire que le sang n'est pas représenté car impur. C'est une explication possible, mais c'est trop facile. On tend toujours à surinterpréter les données en leur donnant une signification religieuse. Il y a peut-être aussi une autre raison plus simple. Comme les textes ne disent pas tout, ce qui est évident, ainsi pour les artistes, représenter les sangs était superflu. Lorsqu'on est décapité, il est clair qu'il y aura du sang. Mais peut-être aussi tuer l'ennemi sans en représenter les sangs, c'est les traiter comme anormal, même en dessous des animaux, donc c'est juste de les tuer. En conclusion, aux questions posées au début de cette conférence, on peut répondre en partie. Selon certains historiens, les sacrifices seraient un substitut nécessaire pour canaliser la violence, de manière qu'elle s'exprime sur un objet pas très important. En Mésopotamie, les sacrifices demandent les sangs. Il n'y a pas de sacrifice des poissons, car il n'y a pas de sang. Mais si celui-ci est intimement lié au sacrifice, il est peut-être rattaché à un interdit, celui du sang humain. En effet, les rapports avec les sangs restent en Mésopotamie ambivalents. Selon les Nouméliches, les dieux Marduk commencent par coaguler et tasser les sangs divins pour faire l'homme. Les sangs, donc, est ici considéré comme consubstantiel de la vie, même si dans d'autres textes, il a une très mauvaise réputation. La femme souffrant des menstruations est impure. Même la déesse Ereshkigal s'est dit impure, puisque femme et puisque déesse des enfers. En revanche, les dieux Baal, en Syrie, couvert du sang de ses frères comme d'un manteau, dit un texte, n'est pas pour autant impur. Dans la légende sumérienne des Sargons, les rois tachés de sang ne peuvent entrer dans les temples Ézéchiel car impurs. Et pourtant, les sangs exclus de la cella divine coulent à flot dans la cour du tout temple mésopotamien. Donc ce n'est pas le sang qui est interdit totalement, mais l'interdit concerne les sangs versés en dehors d'une certaine pratique, d'un contexte ritualisé ou effectué sans une technique appropriée et aussi probablement les sangs humains. Alors, les catégories du pur et de l'impur, importantes pour arriver à une définition exacte de ce qui est le sacré, ne condamnent pas tous les sangs, mais certaines pratiques. Tout ceci rend plus difficile la recherche, mais en fait aussi tout son charme, car les solutions les plus faciles sont souvent les moins intéressantes. Merci beaucoup.